Et oui, Nicolas, je ne vais pas bouder mon plaisir, si vous le permettez, puisque je suis ravi d'accueillir Anne Demian sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes architecte et vous êtes académicienne des Beaux-Arts. Et vous êtes la première femme académicienne des Beaux-Arts. Je trouve que la symbolique est très forte. Comment se fait-il que vous soyez la première à entrer dans cette belle institution? Je pense que l'Institut de France et notamment l'Académie des Beaux-Arts est en train de se moderniser à grands pas. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait pour la première fois une femme à l'Académie est représentatif de cette modernisation. Moi, Notamment, il y a un perpétuel qui s'appelle Laurent Petit-Gérard qui est très attaché à, on va dire, ouvrir l'Académie des Beaux-Arts à toutes les tendances, et notamment l'idée qu'une femme puisse être représentée était important pour lui. En tout cas, symboliquement, ça a du sens. Vous êtes également enseignante, vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, donc membre de l'Académie d'architecture. Vous dirigez votre propre agence parisienne, vous avez une trentaine de collaborateurs. Donc vous êtes, on peut dire, une personne très active. Vous avez à votre actif, citons notamment les 3 tours Black Swan à Strasbourg, le lycée hôtelier de Guyancourt, le siège de la Société Générale à Fontenay-sous-Bois, où j'habite. Donc c'est très bien. Ainsi qu'à Paris, plusieurs centaines de logements récents, notamment à la gare d'Auteuil et l'extension rénovation qui est en cours à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle ESPCI. Dans votre ouvrage Rêver, civilité, consacré à la ville du futur décarbonée, j'allais dire c'est presque un rêve d'urbanité, hein. Vous dites qu'un architecte doit être force de proposition pour penser la qualité des constructions et leur devenir comme patrimoine public légué aux générations futures. Mais on a l'impression d'un sentiment qu'on pourrait qualifier de sentiment d'urgence dans votre écriture. On n'arrive pas à loger les Français. En France, les personnes, vous connaissez les chiffres, hein, 12 millions de personnes mal logées, 2,5 millions de personnes en état de précarité. On a vraiment un vrai sujet en la matière, avec des contraintes qui sont parfois opposées, dans lequel il faut préserver effectivement l'environnement, où il ne faut plus trop s'étaler, parce qu'on est plutôt à l'heure de ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette, mais en même temps, on a une croissance démographique sans précédent. Je prends les autorisations de permis de construire en 1982, qui sont quasiment au même chiffre qu'aujourd'hui, sauf qu'il y avait 15 millions de Français en moins à loger, donc ça, c'est un vrai sujet. Mais rares sont ceux, d'ailleurs, qui se pense ou qui propose, c'est un peu la trame de votre œuvre, si je peux m'exprimer ainsi, de l'urgence à transformer la ville, à transformer la densité, à transformer l'urbanité. Comment ça se fait que vous êtes si peu, finalement, à vous poser la question du futur? Et pourquoi vous, Anne Demian, vous êtes orienté, vous avez définitivement dans votre carrière, c'est même le trait sous-jacent, orienté toute votre activité vers ce sens? Parce que je suis complètement, toute mon activité est liée à la volonté de faire des passerelles entre l'intérêt public et la dynamique en fait du secteur privé, qui a pris de plus en plus le pas en fait sur la possibilité de construire nos territoires. Donc il me semble extrêmement important d'arriver à trouver cet équilibre dans cette nouvelle, en fait, ce nouveau cadre qui va nous permettre de penser les villes du futur. Et je pense qu'il faut changer de paradigme. Jusqu'à présent, on pensait surtout immeuble après immeuble. Moi, je pense que le nouvel objectif, c'est la ville, c'est-à-dire c'est le temps long. C'est comment, vous l'avez dit, les enjeux de demain, c'est des enjeux sociaux et environnementaux. Comment on va arriver à faire en fait que les villes soient plus agiles dans leur capacité à proposer en fait une possibilité à toute une population de se loger, alors même que les changements climatiques vont nous amener à avoir quand même un climat qui va être moins favorable qu'on ne l'a connu. Donc il y a vraiment cette idée de anticiper d'un point de vue, on va dire, c'est pas l'idée d'être catastrophiste, hein, c'est plutôt l'idée d'être critique par rapport à la situation. Et je pense que la question de l'agilité des villes, ça veut dire comment on va restructurer des bâtiments qui méritent de l'être et comment on va en créer de nouveaux qui vont permettre des usages peut-être plus hybrides. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir avoir le courage, peut-être, d'enfin construire la ville sur la ville? Parce que c'est ce que vous dites, vous connaissez les chiffres, hein, en 2050, 80% de l'humanité vivra dans ce qu'on appelle les centres urbains. Donc on voit bien que la notion d'urbanité dépasse très largement les grandes métropoles, ou les villes telles qu'on les a connues avec cette hypermétropolisation.
comment fait-on pour résoudre cette équation, justement, de la densité et du flux démographique important, compte tenu, alors à l'échelle de la France, effectivement, on est sur des climats tempérés, donc j'allais dire que c'est gérable, mais il y a des zones du monde dans lesquelles on a un assèchement des terres, on a des afflux de population à cause de la pression hydrique. Il y a des centres urbains où il y a encore un peu d'eau, je pense à l'Afrique subsaharienne et à l'Afrique continentale. La ville de demain, à quoi elle ressemblera ? Vous avez tout à l'heure parlé, on a évoqué la notion d'acceptabilité du public, vous savez, sur la verticalité, la hauteur. Et effectivement, c'est sans précédent. Il y a des projets retoqués, alors que les PLU le permettent, par des maires aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils ont des administrés qui leur sont parfois hostiles. C'est difficile de résoudre ces contraintes opposées quand on est architecte, non ? Oui, mais je pense qu'il faut refaire une narration autour de la densité. C'est-à-dire que la densité, elle est perçue par le grand public comme en fait, synonyme des tours et des villes hyper denses. Donc, moi, je pense que par rapport à la question, on peut, à mon sens, allier densité et beauté. C'est-à-dire qu'il y a eu, avec l'exode rural, une dissociation très forte entre les grandes villes qui, en fait, ont reçu en fait, beaucoup de population en très peu de temps, et les villes qui se sont vidées. Et donc, il y a eu une sorte de distanciation très forte entre les campagnes et les villes. Notamment, dans les campagnes, il y avait de moins en moins de services publics. Là, moi, je dirais que le Covid nous a permis de prendre conscience, et beaucoup de gens se sont rendus compte, que peut-être qu'il y avait une autre façon de vivre par rapport aux grandes villes et qu'on pouvait revaloriser des territoires qui, jusqu'à présent, avaient été délaissés. Donc moi, je suis assez favorable à une densité moyenne qui permettrait de donner une alternative à ce rêve qui, pour moi, était un cul-de-sac, qui est l'idée d'avoir son pavillon et son jardin loin de tout, notamment les cités... Vous donnez raison à un certain nombre du gouvernement, là. Non, mais on la l'a vu cité de Molansonard, on va dire, sur que... des centaines de mètres ou des centaines de milliers de mètres carrés, en fait, on a des pavillons à perte de vue. Les gens sont complètement tributaires de leur voiture. Avec la montée du prix du pétrole, ça n'a absolument aucun sens. Mais ça, par exemple, c'est un sujet d'architecte, le fait que le citoyen ou la citoyenne utilise ou non sa voiture. C'est une question qui doit se poser. Moi, je considère qu'on n'est plus dans cette période d'architecte démiurge qui, en fait... Non, mais c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Il y a eu une période où, par exemple, Oscar Niemeyer a fait Brasilia, mais on lui demandait aussi. Bien sûr. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée que la ville allait résoudre tous les problèmes sociaux. Oui, c'est très vrai. Et Le Corbusier a écrit des traités en fait sur la manière de concevoir la modernité, mais c'était une modernité qui était la même dans le nord et sud de la France. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on est rattrapé par des questions environnementales et qu'il faut re-questionner en fait ces questions, et que oui, c'est une question d'architecte, parce que je considère que l'architecte moderne, il doit être capable d'avoir un recul en fait par rapport aux milliers de données assez contradictoires en fait, dont on bénéficie tous à travers des informations qui sont assez pixelisées et jamais transversales. C'est-à-dire qu'il peut y avoir peut-être des connexions à faire entre des questions sociologiques, géographiques, climatiques, scientifiques. Et en fait, l'architecte... Et pourquoi pas philosophique ? Et philosophique, bien sûr. C'est-à-dire comment on pense notre être dans une ville collective du futur. Et donc, l'architecte est comment dire, pour moi, un metteur en scène, au sens il doit avoir l'art de la synthèse de toutes ces notions-là. Donc, on n'est pas comme à la Renaissance, l'architecte était à la fois sculpteur, dessinateur, peintre, etc. Mais il peut anatomiste, certains. Chaque architecte a forcément des appétences qui lui sont propres, peut-être plus en mathématiques ou en sociologie, mais c'est quand même cette ouverture, cette aptitude à créer une synthèse qui permet d'être critique par rapport à des solutions qui sont parfois, on va dire, assez... des recettes inopérantes. Alors, je sais que vous croyez au concept de concevoir réversible. Ma question, c'est peut-être un peu naïve, un peu concrète, mais un architecte est appelé sur un bâtiment dans une ville qui en compte des milliers. Comment, vous disiez tout à l'heure qu'il faut prendre en compte l'intégralité de la ville et de l'évolution de la ville quand on conçoit un bâtiment. Comment est-ce qu'on peut faire alors que finalement on n'agit que sur un bâtiment, sur la construction d'un bâtiment, et que
il y a l'architecture, mais il y a surtout les normes énergétiques, en fait, qui aujourd'hui, le principal moteur d'évolution du bâtiment, c'est les normes énergétiques. L'architecture n'est pas prise en compte, en tout cas par les pouvoirs publics aujourd'hui. Votre question est tout à fait effectivement importante. Pour vous donner un exemple, moi je pense qu'un architecte, c'est quelqu'un qui a la possibilité de résister à une prorogation de dispositifs qui ne sont pas forcément adaptés à des évolutions, des situations qui sont changeantes. Par exemple, quand je fais les Black Swan à Strasbourg, c'était en 2014, la question de la réversibilité n'était absolument pas en jeu. Et c'était un projet de 30 000 m². On me demandait de faire du logement, du bureau, de l'hôtel, de résidences étudiantes, résidences services, etc. Donc un projet extrêmement mixte. Et en fait, on me demandait d'être designer de ces différentes fonctions. Et ben moi, j'ai dit... Des différents moments de vie, finalement. Non, c'est-à-dire que souvent, l'architecte, il est là pour juste dessiner ce à quoi doivent ressembler des bureaux, ce à quoi doivent ressembler des logements, etc. Et ben moi, j'ai dit non. En fait, aujourd'hui, on était en 2014. Les problèmes, en fait, de l'agilité, en fait, de savoir ce qu'on aura besoin demain, on ne le sait pas. D'ailleurs, le programme, il a changé à plus de 50% au moment où j'ai gagné le concours et au moment où on l'a réalisé. Donc, j'ai plutôt fait la synthèse de ce que pourrait être un bâtiment commun à l'idée d'une certaine domesticité. Parce que travailler ou se loger ou être étudiant ou être, on va dire, une personne âgée, au final, on a besoin de hauteur, de balcon extérieur et de faire en sorte que le bâtiment il soit adapté climatiquement à la région. C'était à Strasbourg. Donc, je fais un bâtiment plutôt épais, ce qui permet d'avoir une inertie thermique. Donc, je résous des problématiques énergétiques adaptées à une situation donnée. Je ne ferai pas la même chose au sud de la France. D'accord, ouais. Et je crée en fait des espaces extérieurs qui sont... Parce que comme c'est continental, à Strasbourg, il fait chaud en été. Donc, les espaces extérieurs, ils sont protégés par des brises-soleil inclinables. Donc, tous les espaces extérieurs sont utilisables. Donc, ils ne seront pas des lieux de stockage, d'armoires quelquefois inesthétiques qu'on peut voir dans certaines opérations parce que les espaces extérieurs sont inhabitables. En fait, c'est souvent, vous savez, l'architecture, c'est du bon sens. C'est un rapport à la question de l'économie. Parce que le fait d'avoir pensé un bâtiment identique pour des bureaux, pour des logements, etc., au final, ça m'a permis de faire un bâtiment de meilleure qualité et qui va pouvoir durer dans le temps et il va pouvoir changer. Et pour donner envie de changer, il faut que le bâtiment il soit désirable. Par exemple, Haussmann, il a fait des bâtiments désirables. Qui sont toujours désirés aujourd'hui, d'ailleurs. Toujours désirés, voilà. C'est-à-dire qu'il a fait des bâtiments de qualité. À tort ou à raison. Ah, ça, c'est un autre débat. Pour rénover un bâtiment haussmannien, par l'extérieur, d'ailleurs, de toute façon, la mairie de Paris a donné c'est niette, hein, voilà. Pas de rénovation par l'extérieur pour les bâtiments haussmanniens. Mais vous voyez, par exemple, là, c'est bâtiment par bâtiment, ils ne sont pas forcément très très bons énergétiquement. Mais la ville est exemplaire, la ville haussmannienne était exemplaire d'un point de vue densité. Bien que Paris est la ville la plus dense au monde après Bombay. Voilà. Donc, en fait, bâtiment par bâtiment, les bâtiments ne sont pas bons d'un point de vue énergétique, mais à l'échelle de la ville, le bâtiment est très bien parce qu'à partir du moment où on aura résolu comment on arrive à allier la juxtaposition de déplacements doux et déplacements motorisés, on arrivera peut-être à faire le tour de la question. C'est dommage, on a envie de vous poser plein de questions. D'ailleurs, je vais vous faire dessiner un rond de serviette ici, puisque vous puissiez venir plus souvent, parce que beaucoup de questions se posent sur justement le réenchantement de l'urbanité par cette attraction, puisque le beau est quelque chose qui est destiné à tous et à toutes. Le beau est un droit social. Voilà, réenchanter la ville est un vrai sujet par rapport à cet urbanisme triomphant des années 70 que certains ont appelé un urbanisme criminogène. Oui. Et je fais allusion à deux ouvrages que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup appréciés. Désastre urbain de Thierry Pacaud. Et faut-il détruire les tours de grande hauteur? Voilà, Thierry Pacaud, que vous connaissez bien, une œuvre considérable. C'est intéressant de se poser les bonnes questions, parce que bien souvent, dans la fabrique de la ville, l'absence de critique et de recul nous empêche parfois d'avoir une pensée un peu... ce que n'avait pas d'ailleurs, ce qu'avait le préfet Haussmann. Il faut quand même rappeler que le préfet Haussmann, c'est 30 000 immeubles abattus en 17 ans, et on a érigé une ville. Ça ferait rêver n'importe quel législateur aujourd'hui. Et on conclura là-dessus. Merci beaucoup Anne Démian. Je rappelle que vous êtes architecte et académicienne des Beaux-Arts. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite avec Sylvain Lévy-Valency dans l'Expert Immo.